On a la chance d'accueillir un monsieur qui s'appelle Jacques Trainer. Alors Jacques Trainer, vous commencez peut-être le Shift Project, tout ce qui est autour de Jean Covici. Jacques Trainer, c'est le président du comité d'experts du Shift Project. C'est un physicien qui travaillait, physicien du nucléaire, je crois, hein, c'est ça, hein, qui a fait sa carrière à l'université Paris-Saclay, en enseignement-Orsay, et qui s'est beaucoup investi ces dernières années sur justement les enjeux de transition écologique, sur les aspects sensibilisation de la société au sens général. Il a écrit un certain nombre de livres, et peut-être que ce titre-là donnera lieu à un livre bientôt. Et donc, on lui a fait une commande, c'était de pouvoir vous proposer d'avoir son regard sur finalement le monde et puis peut-être les trajectoires collectives qui sont les nôtres. Et il vous propose une conférence qui s'appelle « Comment marche vraiment le monde ?» Et donc sur les aspects un peu opérationnels, ce qu'on va vous proposer, c'est que Jacques intervienne pendant une première 15 minutes, faire une pause, de pouvoir proposer un échange avec l'orateur, qui refasse 15 minutes de nouveau, qu'on ait de nouveau une série de questions, puis après on conclura. Voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner ce soir. Bah, bonne conférence. Puis merci Jacques d'être là à l'université avec nous. Merci de l'invitation. Bonsoir. J'aurais jamais osé prendre un titre comme ça pour une conférence. En fait, c'est le titre d'un livre que je viens de terminer de traduire et qui va sortir. Je pensais qu'il serait là ce soir, j'en aurais des exemplaires pour vous les montrer. C'est un livre d'un auteur d'origine tchèque qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, au Canada, pardon, qui s'appelle Václav Smil. Mais le livre va sortir, donc le titre va être d'actualité quand même d'ici quelques semaines. Il a écrit, je ne sais pas, plus de 35 livres, dont aucun n'a été traduit en français. C'est curieux parce qu'il fait autorité chez tous les gens qui s'intéressent à ce dont on va parler ce soir, c'est-à-dire les questions des ressources, de l'énergie, du climat, etc. Et son dernier livre qui est un peu... enfin, le dernier, dans l'ordre temporel, peut-être il y en aura derrière, mais en tout cas, voilà, celui-là, c'est un peu le bout d'une carrière dans lequel il a voulu résumer un peu les choses qui lui paraissent importantes dans le fonctionnement actuel du monde pour éviter que les gens qui s'intéressent à ça et qui sont préoccupés par ça, et il y en a beaucoup et de plus en plus, évitent de se faire des idées trop simplistes sur... la façon dont ça fonctionne, quelles sont les contraintes, etc. Ne pas se contenter d'idées, mais d'essayer à chaque fois de quantifier les choses, c'est-à-dire de faire les règles de 3. Voilà, il faut faire les règles de 3. Une fois que vous avez une idée, c'est très bien d'avoir des idées, évidemment, et vous êtes là pour ça, et vous serez là pour ça. Mais une fois qu'on a une idée, il faut voir si elle fonctionne, et donc il faut faire les règles de 3. Donc le grand message de ce livre, c'est faire les règles de 3. Alors, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer quelques réflexions d'épistémologie. Alors, l'épistémologie, c'est quoi? C'est la discipline qui s'occupe de savoir comment on sait ce qu'on sait, en gros. Qui s'interroge sur les processus par lesquels on acquiert de la connaissance, on produit et on acquiert de la connaissance. Donc, c'est l'interrogation sur la connaissance elle-même. Alors, ça permet notamment de distinguer une opinion d'un énoncé scientifique. On peut avoir une opinion sur n'importe quel sujet. Il suffit d'aller dans le moindre bistrot du coin pour s'apercevoir que les gens ont des opinions sur n'importe quel sujet, même s'ils ne sont pas spécialistes de ce sujet. Et c'est pas grave, c'est normal. C'est la liberté d'expression. On a le droit d'avoir des opinions sur n'importe quel sujet. Mais en science, ça ne marche pas comme ça. Un énoncé scientifique, ça ne marche pas comme ça. En science... on n'a pas de réponse à n'importe quelle question. C'est très important. On n'a pas de réponse à n'importe quelle question qu'on se pose. En science, il y a les choses qu'on connaît bien, il y a les choses qu'on connaît moins bien, il y a les choses qu'on ignore, et puis il y a même les choses qu'on ignore ignorer.
Et c'est très important d'avoir présent à l'esprit ces 4 catégories. Donc je vais les illustrer un petit peu, et puis ça sera la fin du premier quart d'heure, et on discutera un petit peu autour de ça. Puis je vais vous donner des exemples de ça. Alors, donc ça je l'ai déjà dit. Voilà. Alors dans tout ça, la morale, c'est de se rendre compte qu'il y a de l'incertain. Il y a des choses qu'on sait bien, mais il y a des tas de trucs qu'on sait moins bien, et des choses qu'on ignore et qu'on ignore. Donc il y a de l'incertain. Et c'est normal qu'il y ait de l'incertain, parce que la science progresse à travers cet incertain qu'on essaie de maîtriser un peu mieux. Donc c'est par là que ça progresse. C'est à travers cet incertain. Mais, comment dire, c'est un processus sans fin, si vous voulez. Parce qu'à chaque fois qu'on progresse dans la connaissance, on produit en même temps de l'ignorance. Alors on va passer, je vais détailler un petit, vous comprendrez mieux si on détaille un petit peu. Alors les choses qu'on connaît bien, puisqu'on va parler de climat, etc., les choses qu'on sait bien, c'est l'origine du changement climatique. De façon globale, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on sait bien, qu'on maîtrise bien. C'est de la vieille physique, il y a plus d'1 siècle, la théorie du rayonnement du corps noir, etc. C'est des choses qu'on connaît bien. C'est pas des choses qui sont produites dans les labos très spécialisés. Alors spécialisés, oui, mais c'est une connaissance qui est partagée par des milliers de gens, des milliers de chercheurs qui travaillent de par le monde sur ces questions-là. Donc c'est quelque chose qui est bien établi, et la science à laquelle ça fait appel, elle est, comme je vous dis, elle date de la fin du 19e siècle, du début du 20e. Donc c'est des choses qui sont vraiment bien établies. L'effet de serre, comment ça fonctionne, etc. On va le redétailler un tout petit peu, mais c'est quelque chose qui est vraiment bien établi. Ensuite, il y a des choses qu'on connaît moins bien. Et alors, on va prendre un exemple. Voilà. Parmi les choses qu'on connaît moins bien, il y a, par exemple, l'effet de la vapeur d'eau dans le climat. Les gaz à effet de serre, il y en a plusieurs, il y en a plein, mais le plus important, c'est la vapeur d'eau. Puis ensuite, il y a le CO2, il y a le méthane, il y a des oxydes nitreux, il y a des molécules plus compliquées, etc. Bon. Mais si on prend ça, la vapeur d'eau, c'est le gaz à effet de serre le plus important, et c'est sa présence dans l'atmosphère en grande quantité, due essentiellement à l'évaporation des océans. C'est intégré sur toute la colonne atmosphérique, c'est entre 20 et 30 kg par mètre carré. Vous voyez, donc de vapeur d'eau qu'il y a dans l'atmosphère. Donc ça, on sait bien le rôle direct de la vapeur d'eau, mais ensuite, ce qu'on sait moins bien, c'est l'effet du réchauffement climatique sur justement le rôle de la vapeur d'eau. Parce que quand vous augmentez de 1 degré la température à la surface de la planète, vous augmentez la proportion, la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère de 7%. Vous savez bien, quand il fait plus chaud, ça peut être plus humide. C'est l'effet sauna, si vous voulez. Dans la sauna, vous pouvez avoir plein de vapeur d'eau, mais il faut avoir augmenté la température à 50, 60 degrés, etc. Donc, vous augmentez la quantité de vapeur d'eau. Si vous avez plus de vapeur d'eau, vous avez plus de précipitations. Parce que cette vapeur d'eau, elle monte, elle se refroidit, puis ça donne des précipitations. Et avant de donner des précipitations, ça forme des nuages. Et ces nuages, ils peuvent être de basse altitude, ils peuvent être de haute altitude. En haute altitude, les nuages blancs, ils réfléchissent une partie du rayonnement solaire, donc ça a un effet refroidissant. Mais la vapeur d'eau, les nuages de basse altitude, ils ont plutôt un effet réchauffant. Et comment ce bilan s'établit, c'est quelque chose qui est compliqué. Parce que la formation des nuages, c'est un processus hors équilibre. C'est la formation de gouttelettes dans une vapeur. C'est un processus hors équilibre qui est... On comprend de quoi il s'agit, mais le mettre dans les simulations numériques de façon détaillée, c'est un peu compliqué. Et si vous regardez les rapports du GIEC, eh bien, les incertitudes sur cet aspect-là, eh bien,
diminue relativement peu au cours du temps parce que les incertitudes restent grandes. Donc les gens font des paramétrisations, comme on ne peut pas véritablement mettre la théorie de ça dans les simulations globales du climat à l'échelle de la Terre entière. On fait des paramétrisations en fonction de ce qu'on sait, ce qu'on observe, etc. Les différents groupes qui font des modèles utilisent des paramétrisations légèrement différentes. Donc il y a des incertitudes théoriques, si vous voulez, qui sont là et qu'il est difficile de faire décroître. Donc il y a des choses donc on sait bien le rôle des principaux gaz à effet de serre, mais si on rentre plus dans le détail de l'effet du réchauffement climatique sur le rôle de la vapeur d'eau, ça c'est quelque chose qui est plus compliqué et qu'on comprend, des aspects qu'on comprend moins bien. Il y a d'autres aspects qu'on comprend moins bien. L'exemple, c'est l'effet de canicule qu'il y a eu il y a 2 ans, qui est dû... Alors, c'est assez compliqué et à l'époque où ça s'est déroulé, on a eu des températures pendant 3 semaines, plusieurs semaines sur l'Europe de l'Ouest très importantes et anormalement importantes. Et quand on demandait à des climatologues de quoi il s'agissait, eh bien, la réponse n'était pas le réchauffement global. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion, mais quand on regarde la météo le soir à la télévision, en fait, on vous montre des cartes, il y a du rouge, il y a du bleu pour les zones froides de l'atmosphère, qui sont plutôt vers le nord, et puis du rouge ou de l'orange vers le bas, et puis ça se déplace. Mais en fait, comment ça se déplace, c'est totalement incompréhensible, comme c'est montré à la télévision. Pourquoi? Parce qu'on vous montre à 2D, à 2 dimensions, un système qui est en fait à 3 dimensions. L'atmosphère, c'est un système à 3 dimensions. Et alors, je vais vous juste dire de quoi il s'agit, sans entrer dans le détail, parce que je ne le maîtrise pas non plus, mais il y a eu un papier au mois d'août, il y a 2 ans, qui a parlé de dédoublement du jet stream. Et ça, c'était un élément explicatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dédoublement du jet stream? Je vous le raconte un tout petit peu parce que c'est assez marrant, en fait. C'est assez rigolo de voir ce qui est impliqué dans cette affaire-là, à quel point c'est différent de l'image que vous avez quand vous regardez le bulletin météo à la télévision. Donc, ce décalage est tellement grand que ça finit par être amusant. Alors, voilà. À grande échelle, l'atmosphère est le siège de cellules convectives. Et alors, c'est ça que vous ne voyez pas à 2 dimensions, bien sûr, parce que vous voyez la projection de tout ce truc-là au niveau du sol. Alors, ces grandes cellules convectives, ben, c'est celle-là. Il y a la cellule de Hadley, donc ça, la température est élevée à l'équateur, donc il y a de l'évaporation, beaucoup, donc l'atmosphère est plus chaude, donc il y a une poussée d'Archimède qui existe, qui se constitue et qui existe à ce moment-là. Et donc, vous avez une première cellule, et puis ensuite, ça se refroidit en même temps que ça monte, parce que c'est une montée adiabatique. Parce que c'est une montée rapide, donc il n'y a pas d'équilibre de chaleur avec les couches voisines. Et donc, en adiabatique, eh bien, quand ça se dilate, ça se refroidit. Donc ça se refroidit, puis il y a un moment où donc, ça va retomber. Donc ça retombe vers les latitudes aux alentours de 30 degrés nord, ça redescend, etc. Au pôle Nord, vous avez quelque chose d'opposé, c'est-à-dire ça descend puisqu'il fait froid. Et au niveau du pôle Nord, donc l'atmosphère descend, et puis rencontre des zones plus chaudes, et donc il y a un moment où ça remonte. C'est la cellule polaire. Et puis, vous voyez bien que la cellule polaire ne peut pas coexister directement avec la cellule de Hadley, parce que vous voyez que la partie sud de la cellule polaire, c'est là où ça monte, mais la partie nord de la cellule de Hadley, c'est ça où ça descend. Et donc, vous ne pouvez pas avoir comme ça, ça ferait des turbulences gigantesques. Et donc, s'établit une 3e cellule qui s'appelle la cellule de Ferrel et qui fait que l'ensemble du truc peut coexister. Donc, ça descend aux latitudes de 30 degrés et puis ça monte aux latitudes de 60 degrés. Et donc, vous avez donc ces 3 cellules convectives. Il se trouve aussi que
Alors ça, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est au contact entre ces différentes cellules qu'il y a ce qu'on appelle les jet streams, c'est-à-dire des vents d'altitude qui sont extrêmement forts et qui se déplacent de l'ouest vers l'est. Et voilà, donc c'est ça. Et il se trouve que, à cause des irrégularités de la surface de la Terre, la frontière entre les différentes cellules, et notamment la cellule polaire et la cellule de Ferrel, ce qui nous intéresse nous, parce qu'on est aux moyennes latitudes, eh bien, ce n'est pas un truc qui est parfaitement circulaire, mais il y a des oscillations qu'on appelle les ondes de Rossby. Et les courants jet que les aviateurs connaissent bien, parce que quand ils vont par exemple d'Europe vers les États-Unis, ils ont ce courant de jet dans le nez, donc ça prend plus de temps, ça dépense plus de kérosène, etc. Et puis c'est plus rapide dans l'autre sens. Eh bien, donc ce jet stream est parcouru d'ondes, et la question de la canicule il y a 2 ans, et ce fameux dédoublement du jet stream, eh bien, c'est qu'il s'est passé ça. Ce jet stream, qui est entre la cellule polaire et la cellule de Ferrel, il s'est dédoublé et il a piégé un anticyclone, donc une zone chaude, sur l'Europe de l'Ouest. Et ça, c'est resté stable pendant quelques semaines. Et c'est ça qui a causé une canicule très importante et plus importante que d'habitude. Donc, vous voyez, quand on dit réchauffement climatique, oui, d'accord. Mais ensuite, quand vous entrez dans le détail, vous tombez sur des trucs comme ça qui sont absolument passionnants. Parce que la question, c'est de savoir... Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Ah non, mais pas de temps. Oui, bon, ça fait rien, peu importe. Ah oui, non, si, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Maintenant, donc vous avez ce système, d'accord, ces cellules convectives, avec la frontière entre ces cellules et ces frontières qui oscillent. Maintenant, quand ça oscille, vous voyez, avec une zone froide qui descend vers les basses latitudes, eh bien, vous avez un épisode froid, qui peut donner, par exemple, de la neige sur le Texas, parce que vous avez ça aussi sur les États-Unis. Donc il peut se mettre à neiger sur le Texas. Mais vous voyez que, au contraire, quand vous avez une remontée de chaud vers le nord, une bulle chaude qui vient du Sahara, qui s'installe sur l'Europe, eh bien vous avez une zone chaude. Et donc il ne faut pas concevoir la température qu'on a ici et maintenant comme un effet direct du rayonnement. Quand il fait chaud, quand on revient maintenant au bulletin météo, et que vous voyez ces zones rouges qui remontent, c'est ça qui donne une température élevée. Ce n'est pas le réchauffement global. C'est des remontées d'air chaud qui viennent du sud. Et quand vous avez des bulles d'air froid, ce n'est pas du froid comme ça qui s'établit sur le climat mondial de la planète, c'est simplement une bulle d'air froid qui descend. Et donc vous voyez que ce que nous subissons en termes de météo, ce sont ces fluctuations des bulles d'air chaudes qui remontent du sud ou bien froides qui viennent du nord. Et maintenant, la question qui se pose est la suivante. Vous avez un gradient de température entre les basses latitudes, entre l'équateur et le nord. Il fait plus chaud en bas que là-haut. Mais, le réchauffement, il est plus important aux hautes latitudes qu'aux basses latitudes. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ça se réchauffe plus aux hautes latitudes qu'aux basses latitudes? Bien, parce que quand ça se réchauffe, vous avez remplacement de zones glacées, par exemple, qui sont sur la mer, ça peut être des glaciers ou ça peut être la banquise. Vous avez remplacement de zones glacées qui réfléchissent
90% de la lumière qu'elles reçoivent par des zones qui absorbent. La mer, ça absorbe 90% du rayonnement. Et donc, vous avez un effet de réchauffement qui est beaucoup plus marqué que sur Terre. Vous n'avez pas cet effet-là de remplacement de zones qui réfléchissent par des zones qui absorbent. D'accord? C'est clair? Bon. Donc, il y a une machine thermique, si vous voulez, entre l'équateur et les hautes latitudes qui devient moins efficace parce que le gradient de température entre les basses latitudes et les hautes latitudes diminue. Or, ce gradient, il est important parce qu'il va évidemment transférer de la chaleur des basses latitudes vers les hautes latitudes. Mais il est moins important si le gradient de température diminue. Et il diminue à cause de quoi? À cause du réchauffement climatique. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est, vous voyez, vous avez d'une part une structure qui est ouest-est. Ce sont les frontières entre les cellules convectives. Et puis vous avez la machine thermique qui est nord-sud, ou plus exactement sud-nord. Et ces phénomènes-là ont lieu dans l'atmosphère, donc ils sont couplés. Et la question à 10 balles, mais elle est ouverte, c'est comment le changement de la machine thermique, du gradient thermique sud-nord, comment ça affecte les fluctuations de la frontière entre cellules. Est-ce que par hasard, ça n'aurait pas l'effet d'augmenter les fluctuations des frontières de cellules, de la frontière entre la cellule polaire et la cellule de Ferrel? Vous voyez? C'est une vraie question à laquelle les climatologues n'ont pas tout à fait la réponse pour le moment. C'est une question qui est relativement ouverte, sur laquelle ils travaillent. Donc, l'effet de serre ne pose aucun doute chez les gens sérieux, enfin, je veux dire, qui travaillent dans le domaine. Mais cette question-là, de savoir, vous voyez, comment le réchauffement climatique peut perturber les ondes de Rossby, les ondes à la limite entre les cellules convectives, ça, c'est une question qui est relativement ouverte sur lesquelles les gens travaillent. Donc, vous voyez, il y a les choses qu'on connaît bien et il y a les choses qu'on connaît moins bien. Les choses qu'on connaît moins bien ou les choses qu'on ignore, on peut dire à la limite que les gens ne savent pas comment fonctionne ce couplage entre les deux directions des phénomènes. Eh bien, ce que les gens ignorent, c'est ce sur quoi ils travaillent, évidemment. Ils ne travaillent pas sur ce qu'ils savent, ils travaillent sur ce qu'ils ignorent. Ce qui fait que la situation existentielle d'un chercheur, c'est d'être en permanence confronté à sa propre ignorance dans son domaine d'excellence. Parce que les gens qui travaillent là-dessus, ils sont capables de vous parler pendant des heures de ce qu'ils savent. Mais ce sur quoi ils travaillent tous les jours, c'est sur ce qu'ils ne savent pas. Et donc, quand on travaille sur ce qu'on ne sait pas, eh bien, on est confronté à sa propre ignorance en permanence. C'est ça la situation existentielle. C'est d'être confronté à sa propre ignorance. Quand on enseigne, c'est différent. Quand on enseigne, alors là, c'est formidable. Parce que là, vous êtes dans un rôle d'interprète. Vous interprétez les plus belles pages que les meilleurs scientifiques que l'humanité a produits à travers les âges. Eh bien, voilà, c'est ça que vous devez interpréter. Vous devez l'interpréter du mieux que vous pouvez. Donc, vous êtes dans la situation d'un interprète de musique. Vous pouvez prendre la métaphore d'un musicien. La situation de chercheur, c'est de produire de la connaissance, c'est-à-dire d'écrire des partitions nouvelles. Et la situation d'enseignant, alors là, c'est la situation d'interprète. Vous êtes confronté non pas à votre propre ignorance, mais à la connaissance qui a été accumulée au travers des âges. Donc, il faut être, si vous visez quelque chose dans une carrière académique, soyez enseignant-chercheur. Ne soyez pas pur chercheur, soyez enseignant-chercheur. Parce que là, le déséquilibre psychologique introduit par la situation de chercheur est compensé par le plaisir que vous aurez à enseigner les connaissances produites au cours des siècles. Voilà. Et puis, donc, je vais terminer cette première partie en juste un mot sur ce qu'on ignorait.
à chaque fois que vous produisez de la connaissance, vous produisez aussi de l'ignorance. Mais une ignorance qu'on ignorait. Je prends un exemple. Comment s'interroger sur les propriétés des atomes avant de les avoir découverts? Vous savez que l'existence des atomes a été l'objet de controverses pendant tout le 19e siècle. Il y avait des gens qui y croyaient, des gens qui n'y croyaient pas. Quelquefois, c'était la même personne qui, pour certains types de problèmes, faisait comme si les atomes existaient, pour certains types d'autres problèmes, faisait comme s'ils n'existaient pas. Quand on était chimiste, on sentait bien qu'il y avait des proportions entières dans les réactions chimiques, etc., qui poussaient plutôt à l'idée que l'existence des atomes. Quand on voulait faire de la physique statistique et rendre compte de la pression dans les gaz, eh bien, c'était plus facile si on supposait qu'il y avait des atomes qui existaient. Mais quand on était vraiment thermodynamicien, alors tout semblait continu, toutes les variables, l'énergie, l'entropie, tout ça, ça paraissait être des variables continues qui s'accommodaient mal d'une discrétisation de la matière. Donc ça a duré pendant des décennies. Et puis, la situation a été réglée au début du XXe siècle, et il y a eu une série de manips, de détermination du nombre d'Avogadro. Il y en a eu 12 ou 13, choses comme ça, qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, mais qui tombaient toutes sur la même valeur du nombre d'Avogadro. Et ça a fini par convaincre tout le monde. Donc, tout le monde a été convaincu au début du XXe siècle que, oui, la matière était constituée d'atomes. Du coup, tout un champ d'ignorance s'est ouvert, c'est-à-dire de quoi sont faits ces atomes, comment ils fonctionnent, quand on les touche, quand on les gratouille, quand on les chatouille, etc., comment ça fonctionne tout ça. Donc, vous voyez que la production d'une connaissance, c'est-à-dire la matière est constituée d'atomes, a produit en même temps une ignorance qui est devenue l'ignorance standard sur laquelle les gens se sont mis à travailler. Et ça a produit des choses extraordinaires, et notamment à l'époque, la mécanique quantique qui est née justement de ces interrogations sur les propriétés des atomes et qui a été à peu près bien dessinée dans les années 1925-1926. Donc voilà comment ça marche quand on fait de la science. Et ça, tout ça, vous ne l'avez pas évidemment quand vous êtes dans le domaine de l'opinion qu'on se fait sur les choses. Et encore une fois, il n'y a rien de mal à ça. On a le droit d'avoir des opinions sur les choses. Mais il faut bien faire la distinction entre le domaine des opinions et le domaine des énoncés scientifiques. Bon, si vous voulez, on peut marquer une pause, là, et puis discuter un petit peu. Quand vous dites qu'il y a une machine thermique qui va du sud vers le nord, est-ce que c'est du sud de l'équateur vers le nord et il y a la même chose de l'équateur vers le sud, ou c'est vraiment du sud de la planète vers le nord de la planète? Non, c'est de l'équateur vers le nord, et puis il y a le même gradient thermique entre l'équateur et le pôle sud. Okay. Oui, bien sûr. Okay. Il y a tout ce que j'ai montré là, qui était valable pour l'hémisphère nord, il y a le même type de cellules qui existent dans l'hémisphère sud. La structure détaillée, je ne la connais pas, et ça doit être un petit peu différent parce que la répartition des masses est très différente entre la moitié nord et la moitié sud. Il y a beaucoup plus de masse continentale au nord qu'au sud, etc. Donc ça doit changer les jet streams et la structure des frontières aussi. Mais voilà. Oui. Bonjour. Alors c'est une question très simple, vous entendez quoi par règle de 3 dans la réflexion? Ah oui. Si vous voulez, gardez la question parce qu'on en parlera, j'en parlerai tout à l'heure. C'est-à-dire... on en parle tout à l'heure. Oui, mais gardez votre question. Oui. C'est être quantitatif, si vous voulez. Il y a un moment, une idée peut être très, très bonne, elle est qualitative, etc. On va faire ci, on va faire ça, etc. Mais après, il faut regarder comment ça se comporte, l'idée à laquelle vous avez pensé, comment ça se comporte quantitativement.
voyez, par rapport aux objectifs qu'on peut avoir. C'est ça, faire les règles de 3. Bon, alors, on va continuer et on va passer à une autre partie. Donc ça, on va passer à... On vous a décrit déjà l'effet de serre, comment ça marchait? Oui? Oui, vous avez fait ça dans le secondaire. Bon, on va passer ça et on va passer plutôt à l'énergie. Éventuellement, on reviendra si on a besoin, mais... Voilà. Alors, l'énergie, quand on est scientifique, depuis qu'on est petit, on entend parler d'énergie. Et dans la langue courante, on parle de l'énergie comme si c'était une chose, un peu, non? On la produit, il y a un marché, on peut en avoir, ne pas en avoir, il y a un prix de l'énergie. Donc, dans la langue courante, on fait comme si c'était quelque chose, quoi. C'est ce qui fait marcher une voiture, c'est etc. Bon. Ou les machines en général, il faut avoir de l'énergie pour... etc. Et même, d'ailleurs, quand vous prenez les boîtes de cornflakes ou d'aliments, vous avez le contenu énergétique qui est indiqué là, en kilocalories, et puis en joules même. Ils sont vachement précis, donc ils mettent les deux maintenant, l'unité kilocalories pour les biologistes et joules pour les physiciens. Évidemment, si vous ouvrez la boîte de cornflakes et puis que vous en servez dans votre verre le matin, vous voyez sortir des cornflakes, mais vous ne voyez pas sortir l'énergie. Donc quand on dit contenu énergétique de la boîte, c'est un peu bizarre, quoi. Alors, maintenant, c'est très pratique de parler comme ça, et on ne va pas faire la police des mots, on n'est pas là pour ça, mais on est là quand même pour mettre les choses à plat, et puis s'il y a des raccourcis de langage, eh bien, savoir de quoi c'est le raccourci. D'accord? Quand vous vous promenez sur un terrain, il y a la voie longue, il y a un raccourci, mais vous savez de quoi c'est le raccourci. Bon, et là c'est un peu la même chose, donc il faut essayer de savoir un peu de quoi le langage et le raccourci. Alors, la première chose, c'est de constater que on vit de transformer la matière. Voilà. Tout ce qu'on fait, un moment, c'est on transforme la matière. Regardez tout ce qu'il y a autour de vous, sur vous, c'est de la matière transformée. D'accord ? Tous les biens et les services auxquels vous pouvez penser, c'est de la matière transformée. Alors, pour rendre les choses vraiment, pour revenir à plat, on va faire une expérience. Hein, on est entre physiciens, donc on fait des expériences. Et l'expérience, ça va être une transformation de la matière, une transformation de l'univers, mais assez réduite, mais c'est quand même une transformation. C'est de prendre ce trousseau de clés et de le laisser tomber. J'ai changé l'état du monde. À chaque fois que je fais cette manip, je change l'état du monde. Vous vous rendez compte? Le trousseau de clés, il est là, je le lâche et il est là. Et c'est reproductible. À chaque fois qu'on le fait, ça marche. Donc, à chaque fois que vous avez une régularité dans le monde, une régularité, ça demande explication. Produire de la connaissance, c'est repérer les régularités. C'est repérer les invariants. Je lâche, hop, ça tombe. Tu vois, Jean-Louis, ils sont bien réveillés, hein, ils sont tous réveillés. Hein. Alors, on repère les régularités, les invariants. Bon, maintenant, il faut une explication. Un invariant, ça demande une explication. Alors, on sait depuis la fin du XVIIe siècle ce qui se passe. On sait que toute masse attire toute masse, et que donc cette masse est attirée par la Terre, qui elle-même est attirée par cette masse, par une force égale et de sens opposés. Mais on sait aussi, depuis la même période, que
quand on exerce une force sur un objet, son état de mouvement change. Et que ça dépend de l'inertie de cet objet. Alors l'inertie de ça, c'est petit, donc l'état de mouvement, je le vois changer. Je ne vois pas changer l'état de mouvement de la Terre, qui pourtant change, puisque la Terre est soumise à une force égale et opposée, là. Bon. Donc, je comprends ce qui se passe, et je n'ai pas utilisé le vocabulaire de l'énergie. J'ai dit simplement il y a une force. Donc, quand est-ce que le vocabulaire de l'énergie intervient? Eh bien, il intervient quand on s'interroge, quand on n'est plus comme ça, tricky, et qu'on se dit, mais est-ce qu'il y a un rapport entre la hauteur de chute et la vitesse en bas? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Alors la réponse, vous la connaissez, depuis que vous êtes à l'école maternelle. Il y a effectivement une relation entre les deux, entre la hauteur de chute h et la vitesse atteinte en bas. C'est la masse multipliée par l'accélération de la pesanteur multipliée par la hauteur de chute est égale à 1/2 fois la masse multipliée par le carré de la vitesse. Donc il y a un rapport quantitatif qui s'exprime sous la forme d'une relation mathématique entre la hauteur de chute et la vitesse atteinte en bas de la chute. Et c'est tellement remarquable d'avoir une relation mathématique entre deux choses qui, a priori, n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, la hauteur de ce truc-là et puis la vitesse qu'il a en bas, qu'on va donner des noms à tout ça, comme on donne des noms à toutes les choses importantes qui arrivent dans notre vie. C'est pour ça que vous avez des prénoms, parce que vous étiez important pour vos parents. Donc à chaque fois qu'on a quelque chose d'important, on met des noms. Eh bien, le MGH, on va appeler ça l'énergie potentielle gravitationnelle, et le 1,5 de MV2, on va appeler l'énergie cinétique. Et on a une équation qui exprime une espèce d'invariance. Il y a ce MGH que j'ai perdu. La perte d'énergie potentielle gravitationnelle est compensée par le gain d'énergie cinétique. Donc il y a une loi de conservation qui est cachée derrière et qui, comme vous savez, est une des lois les plus importantes de la physique, c'est-à-dire l'énergie se conserve. Mais vous voyez, c'est à ce moment-là qu'intervient le vocabulaire de l'énergie. Et l'énergie est donc ce qui permet, c'est un concept, ce n'est pas une chose, c'est un concept qui vit donc abstrait, qui vit donc dans le cerveau des gens qui l'utilisent, et qui permet d'accrocher des nombres aux transformations de la matière. J'ai une transformation, eh bien, je suis capable d'accrocher des nombres à cette transformation qui s'exprime par MGH égale 1,5 de MV2. D'accord? Alors, c'est là qu'intervient le vocabulaire de l'énergie. Donc, l'énergie est une grandeur physique qui est associée aux transformations de la matière et qui permet d'accrocher des nombres sur ces transformations. Et c'est tout le temps comme ça. Et ça a des conséquences importantes, ça, le fait de pouvoir accrocher des nombres. On pourrait se dire, quelle importance d'accrocher des nombres? Ben si, regardez, ça permet de dimensionner les systèmes énergétiques. Cette expérience qui a l'air bébête, en fait, c'est exactement ça qui se passe dans une centrale hydroélectrique. Vous avez de l'eau en altitude, vous ouvrez les vannes, l'eau perd de l'altitude, elle gagne de la vitesse. C'est dans une canalisation et ce n'est pas à l'air libre, mais peu importe. Elle perd de l'altitude, elle gagne de la vitesse. Et on est astucieux, donc on transforme ce mouvement linéaire de l'eau en mouvement de rotation. Et puis il y a un système électromécanique qui, finalement, est capable de faire bouger les électrons dans un conducteur. Il y a un système magnétique, etc. Bon. Mais vous voyez que l'énergie de mouvement des électrons dans le conducteur, en fait, est directement reliée à l'énergie potentielle gravitationnelle de l'eau dans le réservoir eau, HAUT. Donc,
pouvoir accrocher des nombres aux transformations de la matière, ça permet de dimensionner les systèmes énergétiques. Je vais pouvoir savoir combien, au maximum, je peux avoir d'énergie électrique, c'est-à-dire d'énergie associée au mouvement des électrons dans le conducteur, en fonction de ce que j'ai là-haut. D'accord? Donc c'est très pratique, c'est très important d'avoir ça. Et alors, ça a une autre conséquence. Alors, ça, on va... non, ça, on reviendra là-dessus après. Je voudrais d'abord... Voilà. Voilà. Ça a une conséquence très importante qui est la suivante. C'est que, je vous ai dit, on vit, enfin, toute l'activité industrielle, personnelle, etc., que vous avez, dès que vous faites quelque chose, vous transformez la matière. Et maintenant, je sais, je vous l'ai montré dans un exemple, mais il faut que vous me croyiez, mais vous le savez parce que vous avez déjà fait non seulement de la mécanique, mais vous avez fait de l'électromagnétisme, vous ferez ou vous avez fait un peu d'énergie nucléaire, enfin de système nucléaire, etc. C'est toujours comme ça, on est toujours capable de faire ça. C'est-à-dire de construire une grandeur physique qui est invariante quand tout le reste bouge. Et qui prend des formes différentes, bien sûr. Cinétique, potentiel, chimique, nucléaire, tout ce que vous voulez. Bon. Donc, la société fonctionne en produisant des biens et des services au cours de l'année. À ces transformations, je peux associer un bilan énergétique, ce qu'on vient de voir. D'accord ? Mais les économistes, eux, ils font un autre type de bilan. Ces transformations de la matière qui produisent les biens et les services, c'est un flux qu'ils expriment comme un flux monétaire, qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. Le PIB, c'est la somme des flux monétaires associés à la production des biens et des services. Mais alors maintenant, regardez, vous avez les mêmes transformations de la matière qui donnent naissance à deux comptabilités. L'une, c'est des joules de l'énergie, l'autre, c'est des dollars ou des euros. Mais c'est la même chose que j'ai mesurée de deux façons différentes. C'est comme si je prends une longueur et que je cherche à l'exprimer en pouces ou en centimètres. C'est un changement d'unité. Mais si je trace maintenant le PIB en fonction de la consommation d'énergie, puisqu'il s'agit simplement d'un changement d'unité, je dois avoir une relation affine. Voilà le PIB mondial depuis les années 60, exprimé en milliards de dollars constants de 2015, et en fonction de la consommation d'énergie exprimée non pas en dollars, mais en quantité physique. En milliards de tonnes équivalent pétrole. Qu'est-ce que c'est qu'une tonne équivalent pétrole? C'est la quantité de chaleur qui est dégagée, qui est produite par la combustion d'une tonne de pétrole. Tous les pétroles ne sont pas équivalents, donc on fait le choix conventionnel de prendre tel type de pétrole, etc. Bon, c'est 42 milliards de joules. Une TEP, c'est 42 milliards de joules. Et vous voyez que si je trace le PIB en fonction de la consommation d'énergie, ben j'obtiens une relation, et c'est plusieurs décennies, hein, sur plusieurs décennies, j'obtiens quelque chose, alors, qui n'est pas une droite parfaite, qui n'est pas ce que j'obtiendrais si je traçais la même longueur exprimée en inch ou en centimètres. Pourquoi? Mais c'est quand même remarquable d'avoir un truc comme ça. D'accord? Et vous voyez que on pourrait se poser la question et la trouver extrêmement compliquée. On pourrait se dire, mais attendez, le PIB, c'est vachement compliqué, c'est les usines, c'est les services qui fonctionnent, qui font des trucs, des machins, etc. Et puis, la consommation d'énergie associée à ça. Ben non, vous voyez, en fait, c'est très simple. Il y a une clé qui est très simple et qui vous dit que c'est la même chose, comptabilisée de façon différente. Alors, il y a des fluctuations de ce truc-là. Pourquoi? Ben, parce que ça, c'est l'énergie qui est consommée pour fabriquer des biens et des services. Mais si vous n'êtes pas précautionneux ou si vous n'êtes pas astucieux, vous allez perdre de l'énergie.
Par exemple, il y a plein de systèmes, enfin, il y a des limitations thermodynamiques, si vous voulez, qui sont que, finalement, dans une centrale thermique, vous perdez 2/3 de la chaleur qui est produite. Donc, elle est consommée, mais elle ne produit pas de PIB, parce qu'elle s'en va. Ce qui va produire le PIB, c'est simplement le tiers que vous allez utiliser pour continuer à transformer la matière, etc. Donc, si vous êtes astucieux, vous pouvez... Donc, ce n'est pas absolu, si vous voulez. La pente de ce machin-là, ce n'est pas comme la constante de Planck. Ce n'est pas une constante absolue, c'est une quantité qui dépend de la façon, de votre intelligence dans la consommation de l'énergie et la production des biens et des services. Donc, bon. Mais quand même, c'est tout à fait remarquable d'avoir une relation aussi simple et surtout une explication. Ce qui est intéressant là-dedans, ce qui est important là-dedans, c'est la compréhension qu'on gagne sur les choses avec ça. Et si vous vous intéressez à ces choses-là, il y a une littérature extrêmement abondante dans laquelle les gens parlent de découplage. On voudrait avoir un découplage entre le PIB et la consommation d'énergie. Et ça, c'est pour des raisons sociopolitiques, si vous voulez. Comme on sait qu'on consomme trop d'énergie fossile, que ça fait des émissions de CO2, que ça dérègle le climat, etc. Donc d'un côté, on voudrait limiter ça, mais de l'autre côté, on voudrait quand même conserver notre niveau de vie. Et le niveau de vie, c'est les biens et les services qu'on produit. Bon, donc on voudrait pouvoir découpler l'un de l'autre. Et donc il y a toute une littérature qui essaye de montrer qu'on peut ou qu'on ne peut pas, ou dans quelle mesure on peut, etc. C'est du baratin. C'est purement du baratin. On ne peut pas. On peut mieux utiliser l'énergie, ça c'est sûr. Mais parler de découplage, c'est comme si vous voulez, prenez l'exemple d'une maison. Vous voulez une certaine température à l'intérieur. Donc vous avez un système de chauffage, peu importe le système de chauffage. Et puis, la température que vous avez à l'intérieur dépend directement de l'énergie que vous avez dépensée avec votre système de chauffage. Maintenant, vous isolez votre maison. D'accord ? Donc, vous aurez la même température pour moins de consommation d'énergie. Mais ce n'est pas un découplage. Vous avez changé le couplage parce que vous avez été astucieux et vous avez isolé votre maison. Mais ce n'est pas un découplage. C'est pas... les deux variables sont toujours aussi corrélées. Mais vous avez changé le coefficient de corrélation. Là, c'est la même chose. Dire... Alors, il y a des articles encore récemment, et même des déclarations du gouvernement, qui vous disent, qui constatent, et ce qui est vrai, qui constatent que les émissions de CO2 de la France et de l'Europe, les deux, ont tendance à diminuer ces dernières années. Les émissions de CO2 diminuent. Sous-entendu, comme à 80% on utilise des combustibles fossiles, si on diminue les émissions de CO2, c'est qu'on s'affranchit un peu des fossiles. D'accord ? Alors c'est vrai que, si on regarde les données, c'est vrai que les émissions de CO2 de la France et de l'Europe ont tendance à diminuer. Alors que si vous regardez pour la Chine, ça augmente considérablement, ou l'Inde, ou d'autres pays. Mais si vous avez en tête qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire d'avoir toujours autant de PIB et même plus de PIB, puisqu'on veut toujours de la croissance, etc., en diminuant la consommation d'énergie, ça doit, si vous avez ça en tête, ça doit vous dire, il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire-là, je vais aller creuser un petit peu plus. Et là, vous tombez sur le fait que nous diminuons nos émissions nationales dans le pays, les émissions ont tendance à diminuer, mais en même temps, nos importations augmentent. Et la question, c'est, mais attendez, on achète des produits qui sont faits ailleurs, donc il y a des émissions de CO2 qui sont faites ailleurs, mais les produits ne sont pas consommés là-bas, ils sont consommés chez nous. Donc est-ce qu'il ne faut pas compter les émissions de CO2 associées à ce qui a été délocalisé ailleurs? Autrement dit, distinguer ce que sont les émissions nationales dans le pays de ce qu'on appelle l'empreinte carbone,
ça existe, c'est le concept qui est utilisé par tout le monde, l'empreinte carbone, qui est la somme des émissions nationales et contenues dans les produits que nous importons. Et si vous faites ce bilan-là, eh bien, vous vous apercevez qu'il n'y a pas de diminution des émissions de CO2. Et que la loi générale de la relation entre le PIB et la consommation d'énergie, ou entre le PIB et les émissions de CO2, est toujours aussi présente. Donc, vous voyez, quand vous avez ce genre de truc, c'est pas anodin, ce genre de choses-là, de relier quelque chose d'aussi fondamental. Parce que ce que ça vous montre aussi, c'est que tout ce qu'on est, comment dire, l'énergie, si vous regardez en termes d'économie, si vous regardez les dépenses énergétiques d'un pays, c'est-à-dire les dépenses consacrées à tous les systèmes énergétiques, hein, les centrales thermiques, le pétrole, le machin, le truc, tout ce que vous voulez, enfin tout ce qui concerne l'énergie dans la société. Ça représente entre 5 et 10% du PIB. C'est-à-dire qu'en termes de secteur économique, c'est petit. Et donc, il y a des gens qui se disent, mais si c'est petit comme ça ne peut pas avoir une importance très grande. C'est comme, je ne sais pas, moi je prends un secteur, l'automobile, ben, je peux en avoir un peu plus, un peu moins, ça ne va pas révolutionner tout le truc. Ou un autre secteur, on fait un peu moins d'élevage, un peu plus d'élevage, etc. Ça ne va pas bouleverser toute l'économie. Donc, qu'est-ce que vous venez nous raconter que l'énergie, c'est si important que ça, etc. Mais non, regardez, c'est une petite partie du PIB, donc ça ne peut pas être si important. Alors, il faut répondre à la chose suivante. Le cerveau dans le corps, c'est pas beaucoup en masse. C'est entre 1,5 et 2 kilos. Ou le sang dans le corps, non plus, c'est pas énorme. C'est quelques litres. Par rapport à la masse du corps, c'est pas énorme. Mais l'expérience montre que si vous enlevez une petite partie du cerveau, une petite partie du sang, la bête se porte beaucoup moins bien. Et ceci parce que, justement, l'énergie n'est pas quelque chose d'à part, ce n'est pas une chose à part que l'on produit. C'est quelque chose qui entre dans toute transformation de la matière. C'est présent partout, comme le sang est présent partout, et comme le système nerveux et le cerveau est présent dans toutes les actions que vous menez, y compris celles auxquelles vous ne pensez pas, comme se déplacer, marcher, etc., etc., quand vous êtes en train de parler à un auditoire comme le vôtre. C'est omniprésent. Et c'est pour ça que l'énergie est absolument fondamentale. Et quand je dis l'énergie, c'est pas enfin, c'est évidemment le concept d'énergie, mais ce sont les systèmes énergétiques. Parce que c'est eux qui sont présents partout. Alors, avant qu'on s'arrête, je voudrais revenir à ça et qui vous donne aussi des règles, enfin des règles de 3, là on parlait de règles de 3, qui vous donne un petit peu l'échelle des choses. L'unité d'énergie, c'est le joule. Le joule, c'est pas très parlant. Qu'est-ce que c'est qu'un joule ? On n'a pas l'intuition de ça, non ? Bon. On a mieux l'intuition de l'énergie dont on a besoin chaque jour pour nos petites affaires. Pour nous maintenir à 37 degrés, pour agiter nos petits bras et que le cœur puisse vibrer, etc. Et puis remplacer les cellules mortes et tout ça, etc. Donc on a besoin de tout. On a besoin de quoi ? Ben, on a besoin d'alimentation, on a besoin de se nourrir. Et le contenu énergétique, c'est-à-dire l'énergie associée à tout le métabolisme, toutes les transformations chimiques que le corps va produire, ça représente à peu près entre 2500 et 3000 kilocalories par jour. D'accord ? Bon, alors ça représente, si vous convertissez ça en puissance, donc c'est une énergie par jour
86 400 secondes dans une journée et puis 2500 kilocalories que vous convertissez en joules, etc. Ça fait une puissance de entre 120 et 130 watts. Donc on est chacun, du point de vue puissance, on est chacun une petite ampoule en termes énergétiques, si vous voulez. C'est comme une ampoule. D'accord ? Et maintenant, vous pouvez regarder tous les systèmes que vous avez autour de vous, leurs caractéristiques de puissance. Donc, vous prenez par exemple... alors, bon, après, il y a le métabolisme de base qui est donc 120 watts, je vous dis, c'est-à-dire quand on fait rien du tout. Mais maintenant, si on dépense, on fait un effort, alors avec les bras, ça correspond à peu près à 10 watts, et avec les jambes, tout le corps, c'est en plus, ça vient en plus du métabolisme de base, c'est une centaine de watts. Si on est entraîné, un sportif, il peut développer plusieurs centaines de watts, hein, bien sûr. Mais pour un individu normal, comme vous et moi, c'est à peu près ça. Maintenant, vous faites de la soupe chez vous, vous prenez un petit Zimmer, là, c'est quelques centaines de watts. Donc, en termes d'être humain, l'équivalent de ça, c'est quelques personnes, 4-5 personnes, hyper musclées, etc., qui n'arrêtent pas de pédaler pour produire le courant électrique qui va alimenter ce truc-là. Et vous faites ça, et vous avez 4 types qui se mettent à pédaler comme des dingues. Si vous avez un aspirateur, alors c'est 1000 watts, hein. Donc c'est une douzaine de gars comme ça qui se mettent à pédaler pour produire le courant électrique, hein, pour ça. Ensuite, si vous prenez un tracteur, c'est 600 kW, c'est 600 paires de jambes. Une machine comme ça, une pelle, etc., c'est 10 000 paires de bras. Un camion, c'est 4 000 paires de jambes. Et un laminoir, c'est 10 millions de paires de bras. Et là s'introduit la notion d'esclave énergétique. Ça, ce ne sont pas des vrais esclaves, ce sont des machines, mais qui nous permettent de, plus que décupler, de centupler notre capacité à transformer la matière pour fabriquer des biens et des services. Et tout ce qu'on a autour de nous, c'est le fruit de ça. C'est parce qu'on a fait ça. L'humanité a fait ça. Elle a mis à disposition de chacun, en moyenne mondiale, entre 100 et 150 esclaves énergétiques, en moyenne mondiale. La moyenne mondiale n'a pas grand sens, parce qu'entre un Américain de Californie et puis un Africain de la zone subsaharienne, évidemment, la moyenne ne veut pas dire grand-chose, mais quand on raisonne à l'échelle mondiale, ça a quand même un petit sens de se dire, voilà, notre capacité à transformer la matière tient au fait qu'on est capable de mettre en œuvre des systèmes énergétiques de cette taille. C'est en moyenne mondiale entre 100 et 150. Si vous prenez un Européen, c'est 200 à 300. Et si vous prenez un Américain, c'est le double, c'est 800, enfin, oui, c'est ça, c'est quelque chose comme ça, c'est 700, 800 esclaves énergétiques. D'accord ? Donc, c'est ça. Et si vous pensez maintenant, et il faut y penser, décroissance, réduction de la consommation d'énergie, il faut faire les règles de 3 et voir ce que ça implique sur l'ensemble des machines que nous utilisons pour fabriquer les biens et les services de tous les jours. Vous savez, le symbole du Parti communiste, c'est la faucille et le marteau. Et la faucille et le marteau, la faucille, ça se tient avec la main, et le marteau, ça se tient avec la main aussi. Et donc ça, c'est les quelques dizaines de watts qu'on était capable de développer à une époque. Maintenant, pour traduire ce qui se passe dans la société, il faudrait remplacer le marteau par un laminoir et puis la faucille par une moissonneuse-batteuse. Vous savez, comme il y en a qui permettent de gérer des centaines d'hectares avec une ou deux personnes. Oui, il faut s'arrêter un peu. Hein. Bon, voilà, ça c'était pour clore le chapitre sur l'énergie. Et on peut discuter un petit peu si vous voulez.
Et alors, c'est quoi combien, tu as dit, combien d'esclaves énergétiques chacun par an? En France, ici, c'est quelques centaines, quoi. Quelques centaines, et il faudrait aller à combien? Alors ça c'est une question compliquée, parce que il faudrait aller à combien, comment dire, quelle est la bonne trajectoire? C'est-à-dire que tout le monde, on pourrait dire, un individu vaut un individu ailleurs. Enfin, tout le monde, on est tous égaux. D'accord? Mais ça ne vous permet pas de tracer une trajectoire entre maintenant, où on est tous très inégaux, et je ne parle pas au sein de la France, mais si vous regardez à l'échelle mondiale, encore une fois, quelqu'un dans l'Afrique subsaharienne et puis quelqu'un aux États-Unis, le problème enfin, tous les problèmes de société autour des questions d'environnement, de changement climatique, etc., c'est de tracer des trajectoires entre maintenant et le futur. Et pour tracer des trajectoires, on ne peut pas raisonner en moyenne. Donc, on ne peut pas dire que l'objectif, c'est que tout le monde ait le même budget énergétique. Tout le monde à la surface du globe, n'importe où. Ça ne trace pas une trajectoire, parce que c'est totalement hors de portée. C'est-à-dire, on ne sait pas comment diviser par 100 la consommation d'énergie d'un Américain. Si vous lui dites, vous frappez à sa porte et vous dites, tu sais, il faudrait que... C'est trop. Il faut un peu, quoi. Allez, 10, 20, 30 fois, 50 fois. Hein? Tu veux bien? Alors, il ne vous dit rien, il va dans le fond de son machin, il tire le tiroir et puis il vous tire dessus. Donc, c'est pas une trajectoire, ça, si vous voulez. C'est la guerre de tous contre tous. Donc, c'est très difficile, et ça, c'est des questions avec lesquelles vous devrez vivre. Qu'est-ce que c'est une trajectoire qui soit bonne du point de vue... non pas du point de vue de la planète, parce que la planète, elle s'en sortira toujours, mais qui sera bonne du point de vue de la survie ou la vie ou la survie de l'humanité à la surface du globe. Donc, la bonne trajectoire, mais dans chacun de nos environnements, c'est de voir comment diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, puis voilà. Et puis le reste ira avec, parce que si vous diminuez moins, si vous émettez moins, ça veut dire que vous consommez moins, et ça va embrayer sur la troisième partie, si on a encore le temps de faire une troisième partie. On aura un peu? D'accord, bon. Mais ça, c'est une question que je vais laisser ouverte, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la bonne trajectoire? Il faut réfléchir à ça, il faut vivre avec ça, il faut vivre avec cette question. Donc il faut être spécifique. On ne peut pas raisonner en général, on ne peut pas raisonner en moyenne. Il faut être spécifique et regarder à chaque fois ce qu'on peut faire pour diminuer. Maintenant, je vais vous parler d'un truc qui n'est pas bien établi, qui est spéculatif, mais... Alors, est-ce que j'ai besoin de ça ou pas? Non, je n'ai pas besoin de ça. Oh là, le nombre de choses, vous voyez, qui sont importantes, mais très importantes, et dont je ne vous parlerai pas, c'est quand même dingue. Alors, voilà. Voilà. On va parler un peu d'avenir et de scénario. Alors, vous connaissez tous l'existence du GIEC, le groupe intergouvernemental d'études du climat, qui a 3 groupes de travail. Le premier groupe, c'est la science du climat, c'est-à-dire c'est un groupe qui fait le point tous les 5-6 ans de toutes les publications scientifiques qui sont sorties pendant cette période-là, et qui fait le point en les mettant sous une forme comestible pour, non pas le grand public, parce que c'est quand même assez spécialisé, mais pour quelqu'un qui a une culture de base, scientifique de base, et qui s'intéresse aux choses. Donc vous n'allez pas lire les milliers de papiers qui sont sortis sur ces questions-là, et donc le GIEC fait une synthèse des choses importantes, et puis classe, organise, etc., en disant
ce qu'on sait bien, ce qu'on sait moins bien, ce qu'on ignore, qu'on ignore, etc. Il fait ça comme ça. Donc il classe et il rend ça lisible. Bon. Le deuxième groupe, il s'intéresse aux effets du changement climatique, en gros, disons, pour simplifier, sur la biosphère. Et puis le groupe 3 s'intéresse aux trajectoires futures, aux scénarios. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'un scénario ? Ben, un scénario, c'est de faire des hypothèses sur ce que vont être les émissions de gaz à effet de serre dans les décennies qui viennent. Donc on se fixe plusieurs trajectoires, et une façon de se fixer les trajectoires, c'est de dire, de les caractériser de la façon suivante. Voilà, vous tracez en ordonnée. Ah non, c'est pas cette courbe-là que j'aurais dû prendre. Ah oui, dommage. Bon, ça fait rien. Vous tracez le réchauffement attendu en fonction de la quantité de gaz à effet de serre qu'on a émise. Alors, il faudrait quand même que je recherche la bonne courbe, parce que c'est pas celle-là. Ah, je suis désolé, je vais voir si je peux la voir rapidement. Ouais. Mince, oui. Voilà, Iroy Grenoble, oui, elle doit être là. Non, pas là. Non, là c'est la même. Attendez, excusez-moi. Je vais voir si c'est là. Ah non, non plus. Vous n'avez pas une question à me poser ? Ah voilà. 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 OK. Diaporama. À partir de la diapo actuelle. Voilà. Allez. Voilà. Alors, voilà les trajectoires. Alors, c'est des trajectoires d'émissions. C'est-à-dire, vous avez là les émissions de CO2 mondiales, hein, c'est mondial ça. C'est les émissions mondiales de CO2 en milliards de tonnes par an, en fonction du temps, jusqu'à 2100. Et puis, ces trajectoires sont caractérisées par les nombres qui sont là. 1,9, 2,6, 4,5, 7, 8,5. Qu'est-ce que c'est ? C'est en watts par mètre carré. 1,9, c'est 1,9 watts par mètre carré. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre ? Ce chiffre caractérise le déséquilibre radiatif en haut de la troposphère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi le système se réchauffe ? Pourquoi il y a un réchauffement climatique ? Parce qu'il entre plus d'énergie qu'il n'en sort. La Terre rayonne dans l'infrarouge, ça finit par s'échapper, et puis elle reçoit du rayonnement solaire plus le rayonnement des gaz à effet de serre. Comme elle reçoit plus qu'elle n'émet, elle se réchauffe. Et ça, c'est produit par l'augmentation de la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère. Comme ça augmente, il y a plus, il y a la même quantité qui ressort, donc ça se réchauffe. Ce déséquilibre entre ce qui entre et ce qui sort, on peut l'exprimer en termes de watts par mètre carré. C'est un flux d'énergie par mètre carré. Et c'est ça qui est là. 1,9 watts par mètre carré, 2,6 watts par mètre carré, ça caractérise le déséquilibre, c'est-à-dire ce qui pousse au réchauffement climatique en haut de la troposphère. Et donc vous avez ces trajectoires-là. Ce qu'on a vécu, c'est les petits carrés qui sont sur la gauche. Et puis là, ce sont des trajectoires, enfin, ce sont des hypothèses. Et avec ces trajectoires, les modélisateurs du climat regardent quelles sont les conséquences
de ce déséquilibre sur les terres, sur les océans, sur les précipitations aux différentes latitudes, blablabla, enfin sur tout le système météorologique mondial, climatique mondial. D'accord? Ce sont des hypothèses d'émission. Alors, pourquoi c'est vert et que ça va vers le rouge? Ben, vous le savez, vous devinez, c'est que la trajectoire verte, elle est particulièrement vertueuse et elle permet en principe de rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement. La trajectoire un peu plus claire là, c'est pour rester en dessous de 2 degrés. La trajectoire 4,5, ben, c'est en gros business as usual. Et puis les autres, c'est les trajectoires du pire. Alors l'augmentation de température, c'est 5-6 degrés, etc. Plus et au-delà. Vous savez que... Quelle est la différence de temps? Est-ce que vous savez ça? La différence de température entre une ère glaciaire et une ère interglaciaire comme on vit maintenant. Vous savez ce que c'est la différence de température moyenne à la surface du globe? Non? C'est 5 degrés. Avec 5 degrés d'écart, plus froid, 5 degrés en moyenne, le niveau de la mer est 120 mètres plus bas. Pourquoi? Où est passée l'eau? Eh bien, il y a une calotte de glace de 3 km d'épaisseur qui couvre toute l'Europe du Nord. 5 degrés d'écart, ça produit ça. D'accord? Donc, vous pouvez aller à pied sec en Angleterre, froid, parce qu'il y a de la glace entre la France et l'Angleterre. 3 km d'épaisseur. 5 degrés d'écart. Donc, 5 degrés, c'est énorme. Bon. Là, on parle de... donc, on en est à l'heure actuelle à 1,2 degré. Et les questions, c'est les trajectoires 1,5, 2 degrés, etc. Personnellement, si vous me demandez, entre quatre yeux, où est-ce qu'on en est, la trajectoire, le 1,5 degré, c'est derrière nous, le 2 degrés, c'est derrière nous, et on était engagé vers un réchauffement de l'ordre de 3 degrés, peut-être 3,5, etc. Donc c'est ça. Mais ce sur quoi je veux terminer, c'est sur les deux trajectoires rouges, là. Rouge, ça veut dire que ça brûle, hein. Donc c'est terrible. Donc ça, c'est vraiment les trajectoires du pire. Et alors, je vais vous montrer, je vais vous donner un argument, mais c'est un peu spéculatif, comme quoi les trajectoires du pire, elles ne sont pas réalistes. Donc, a priori, on se dit c'est une bonne nouvelle, quand même, si elles ne sont pas réalistes. Alors, l'argument, il est très simple, je ne vais pas le détailler, mais l'argument, il est très simple. C'est que, vous voyez, ça, ce sont des émissions par an. Ce sont des courbes qui vous donnent les émissions annuelles de gaz à effet de serre. D'accord? Et donc, si vous intégrez et vous calculez la surface sous chacune de ces courbes, l'air sous la courbe, c'est la somme de tout ce que vous avez émis entre aujourd'hui et 2100. D'accord? Bon, alors, vous pouvez calculer ça pour chacune de ces courbes et puis pour les deux courbes du haut. Et maintenant, vous faites le petit calcul suivant. Vous allez frapper à la porte du géologue le plus proche de chez vous et vous lui dites « Combien il reste de pétrole dans le sol ?» Et puis une fois qu'il vous a répondu, vous lui dites « Et pour le gaz, tu as la réponse aussi? Combien il y en a ?» Alors, il va vous donner la réponse et puis à la fin, vous lui dites « Oui, mais je voudrais aussi savoir combien il y a de charbon dans le sol. » Alors s'il est gentil, il va vous répondre et il va vous donner des chiffres pour le pétrole, le gaz et le charbon qui sont dans le sol. Bon. Alors maintenant, quand on brûle une tonne de charbon, on dégage une certaine quantité de CO2. Quand on brûle une tonne de gaz, on dégage une certaine quantité de CO2, et pour le charbon, c'est pareil. Et donc, comme il vous a dit combien il y avait dans le sol encore de réserves en pétrole, en gaz et en charbon, vous pouvez faire la multiplication et l'addition, c'est-à-dire tant de pétrole fois tant de CO2 par tonne de pétrole, plus tant de gaz multiplié par tant de CO2 par tonne de gaz, plus, etc. pour le charbon. Et vous calculez ce nombre-là, qui correspond à la quantité de CO2 que vous émettriez si vous brûliez entre aujourd'hui et 2100 toutes les réserves connues en pétrole, gaz et charbon.
D'accord? Vous voyez le sens du calcul, hein? Je cherche à savoir combien il y en a dans le sol, j'imagine que je brûle tout, et je calcule la quantité de CO2 que ça me fait. Et je compare à ce que j'ai sous les courbes qui sont là. Eh bien, j'ai une surprise. C'est que je n'ai pas de quoi reproduire ces courbes-là. Et je n'ai pas de quoi le faire, pas d'un petit facteur 10%, 20%, etc. Non, d'un facteur compris entre 2 et 3, suivant les courbes. Je n'ai pas ce qu'il faut dans le sol pour produire ces courbes-là. Donc ces courbes, elles ne sont pas réalistes. Même si je suis le pire des utilisateurs de combustibles fossiles, je ne peux pas produire ces courbes-là. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors pourquoi le GIEC fait ça? Pourquoi il trace il prend des hypothèses comme ça? Alors c'est pas idiot parce que ça exagère les tendances. Vous voyez? Vous émettez beaucoup plus que ce que probablement on est capable d'émettre, mais pédagogiquement c'est intéressant parce que ça montre. Ça pousse les tendances. Donc là où ça tend à devenir désertique, ça devient vraiment un désert. Là où etc. Enfin, tous les effets sont amplifiés, si vous voulez. C'est une loupe grossissante. Ça exagère tous les effets. Donc, on comprend mieux, quand on voit les résultats de ces calculs, on comprend mieux ce qui se passe. On voit où c'est vraiment fragile, où c'est plus résilient, etc. etc. Mais c'est quand même intéressant de se rendre compte qu'on ne peut pas émettre tout ça. Donc ces courbes-là, elles n'auront jamais lieu. Mais maintenant, on peut aussi se demander, mais alors, pourquoi ça n'aura jamais lieu? Et je vais terminer là-dessus. Hein. C'est que si on se demande... Voilà. Tout ça, je le passe. Hein. C'est la dernière courbe que je vais vous montrer. Voilà. Si on regarde maintenant de façon réaliste ce qu'on a consommé en pétrole, en gaz et en charbon, mondialement jusqu'à aujourd'hui. En pétrole, c'est la courbe verte. En charbon, c'est la courbe noire. En gaz, c'est la courbe bleue. Si je regarde les réserves, les quantités que j'ai de chacune de ces quantités que m'ont donné le géologue, la copain géologue que je suis allé voir tout à l'heure, il m'a donné les chiffres. Les chiffres, c'est en gros 650 gigatep de charbon, 490 gigatep de pétrole, 330 gigatep de gaz. On peut faire un modèle, il y a un modèle, on ne va pas le détailler maintenant, mais il y a un modèle qui vous permet compte tenu de ce qu'on a fait et des réserves, de prévoir ce qui va se passer dans le futur jusqu'à épuisement total de la réserve. Et alors, vous obtenez ces courbes-là. C'est-à-dire, on est déjà sur le pic du pétrole, on n'est pas loin du pic du charbon chinois, et sur le gaz, bon, ça va être dans une dizaine d'années. Et puis après, ça décroît. Si je fais la somme des trois, c'est la courbe rouge. Et on s'aperçoit que la raison pour laquelle on n'est pas capable de reproduire les courbes rouges du GIEC, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est parce que il va y avoir une restriction des ressources. C'est qu'on va finir par épuiser le pétrole, épuiser le gaz et épuiser le charbon. C'est pour dans plus longtemps le charbon. Mais c'est que ce sont des ressources qui sont épuisables. Ce sont des quantités qu'il y a dans le sol, mais c'est en quantité finie. Ce n'est pas des quantités infinies. Et donc, si on n'arrive pas à reproduire les courbes, c'est parce que on va avoir un resserrement des ressources énergétiques fossiles. Et du coup, je vais vous laisser sur l'interrogation suivante. Tout ce qu'on fait aujourd'hui pour s'adapter au changement climatique ou pour mettre en place des choses décarbonées, comme des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, de la géothermie, des centrales nucléaires, etc. Tout ça, ça se fait avec les systèmes énergétiques qu'on a aujourd'hui, qui sont à 80% fossiles.
Donc tout ce qu'on fait, c'est avec des combustibles fossiles. Qu'est-ce que nous dit la courbe rouge? C'est que des combustibles fossiles, dans la deuxième moitié du siècle, il y en aura de moins en moins, sauf du charbon. Et donc, s'il y en a de moins en moins, ça veut dire que la leçon de cette courbe, écoutez bien, c'est on a besoin des combustibles fossiles pour apprendre à s'en passer. Et il faut les utiliser pour apprendre à s'en passer. Encore une fois, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est avec des combustibles fossiles. Donc, mettre en place des systèmes décarbonés, ça utilise aujourd'hui des combustibles fossiles. Et vous voyez, le vrai problème et la difficulté, ça va être celui-là. Il y a la nécessité de sortir des fossiles pour des raisons climatiques, mais cette nécessité, on n'y échappera pas parce que les combustibles fossiles sont épuisables. Et donc, on a intérêt à s'y préparer parce que sinon, on va le subir sans avoir été préparé. C'est ça ma conclusion. Merci pour la présentation. J'avais juste une question par rapport à... vous venez de dire que du coup, il n'y a pas de vrai danger, on va dire, par rapport au réchauffement climatique. Mais pourquoi il y a autant de sensibilisation par rapport à ça? Non, alors, non, j'ai pas tout à fait dit ça, parce que quand on dit, mais quand on dit qu'on est sur une trajectoire, admettons que tout ce que je dise là soit vrai, d'accord? Donc on est sur une trajectoire de 3,5 degrés. Bon, 3,5 degrés, c'est énorme. Ça a beaucoup d'effets, 3,5 degrés, à tous les niveaux. Après, il faut regarder en détail les rapports du GIEC pour voir ce que ça implique, une trajectoire de business as usual de 3,5 degrés. C'est une aridification de tout le bassin méditerranéen, des zones arides qui deviennent désertiques, des zones tempérées qui deviennent arides, etc. Tout le sud de l'Europe a du mal, hein, du point de vue de l'eau, du point de vue de l'agriculture, etc. Les premières conséquences, quand ça se réchauffe, les premières conséquences, c'est l'eau. Et l'eau, c'est l'agriculture. Et l'agriculture, on en a besoin parce que sinon, on n'existe plus. Donc, vous voyez, il faut regarder après, il faut être spécifique et regarder. Mais le premier dossier qu'il faut regarder, c'est l'agriculture. S'il y a des problèmes d'agriculture, on est mort. Donc, voilà. Il faut regarder. 3,5 degrés, c'est énorme, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Merci. Bonjour déjà. Bonjour. J'ai une petite question. Oui. Si on continue à consommer comme on consomme actuellement, Oui. est-ce que vous savez en quelle année à peu près, d'après les calculs, il n'y aurait plus du tout de matières premières? Mais énergétique comme ça? Énergétique, oui. Ah, alors, là-dedans, il y a des hypothèses qui sont, comment dire, dans l'estimation des réserves. Comment dire, estimer les réserves, c'est assez compliqué. Il y a les États qui publient des chiffres. Les États les producteurs de pétrole, par exemple, ils annoncent des chiffres. Ces chiffres ne sont pas fiables. Parce qu'ils ne sont pas contrôlés par des géologues et par des études académiques. C'est purement déclaratif. Et quand c'est déclaratif, c'est pas fiable parce que mettez-vous à la place d'un État qui a du pétrole. Il sait que c'est plus ou moins en déclin ou que le déclin va être dans pas trop longtemps. Il n'a aucun intérêt à l'annoncer, ça. Parce qu'il a besoin d'avoir des investissements, des gens qui s'intéressent, qui apportent de l'argent, etc., et qui continuent d'exploiter. Donc il va avoir tendance, tout naturellement, à exagérer les réserves qu'il a. Alors, il y a des agences, mais il faut les payer.
parce que c'est une activité lucrative, qui publie des chiffres un peu plus fiables. Et ça, c'est pris avec des chiffres un peu plus fiables. Mais ça néglige un certain nombre de phénomènes. Par exemple, la fonte du permafrost. Vous avez entendu parler de ça? C'est les zones gelées, Sibérie, qui sont gelées maintenant et qui peuvent fondre. Si elles fondent, il y a plein de matière organique là-dedans qui va relarguer du méthane, etc. Donc c'est pas compté là-dedans. Il y a des ressources, peut-être, de pétrole dans le nord, au voisinage du pôle Nord. Et pour le moment, c'est pas exploité. Et il n'y a pas de, je ne connais pas de scénario d'exploitation des ressources qui sont là. Mais peut-être que dans les décennies qui viennent, les gens vont se mettre, comme il y a la fonte de la calotte glaciaire, etc., il y a des voies qui vont devenir navigables et exploitables, etc. Donc bon, ça, c'est pas contenu non plus là-dedans. Donc, si on regarde seulement ces données-là, vous voyez que le pétrole et le gaz, c'est dans le siècle. Et le charbon, il y en a beaucoup plus. Et donc, avec du charbon, on peut faire de la chimie avec le charbon et puis faire des succédanés d'essence pour faire avancer les voitures, etc., etc. Ici, dans cette courbe-là, il y a un pic, vous voyez, qui est à peu près maintenant, du charbon, c'est le charbon chinois. J'ai distingué, pour faire ça, le charbon chinois du charbon du reste du monde, parce que la Chine a une dynamique propre de consommation pour le reste du monde, puisque c'est l'atelier du monde. Elle fournit pour tout le monde. Et donc, elle a une dynamique qui n'est pas propre à elle-même, mais qui est propre à elle-même et qui est particulière, si vous voulez, qui n'est pas moyennée sur le reste du monde. Donc le pic du charbon, il est là, pour la Chine, et la Chine le sait bien, parce qu'elle développe tous les systèmes énergétiques. Elle développe le photovoltaïque, l'éolien. Ils ont un programme de 150 réacteurs nucléaires d'ici 2035, etc. Donc, ils développent tous les systèmes énergétiques. Mais voilà, donc la réponse, c'est que du charbon, il y en a encore pas mal.